Bienvenue à cette conférence de presse hebdomadaire de la MINUSCA. Ce matin, avec le directeur de la division des droits de l'homme de la MINUSCA et représentant du haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Moussa Gassama, qui va vous parler de la situation des droits de l'homme au cours du premier semestre 2019 en RCA. Nous commençons très rapidement par quelques images de la semaine, si la technique nous le permet. Sinon, nous voudrions juste vous rappeler par rapport à la force, et la force est ici présente, le porte-parole, le major Mohamed Ouabed, qui pourra vous parler en cas de besoin des patrouilles qui ont eu lieu. La police également pourra parler du recrutement des 1000 policiers et gendarmes. Le dépôt des candidatures est clos depuis le 3. Nous vous donnerons les chiffres d'ici tout à l'heure. Moussa également vous montrera quelques images concernant la situation des droits de l'homme très rapidement et concernant le recrutement des agents pénitentiaires qui a débuté le 1er juillet. Le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement a annoncé de nouvelles dates pour la clôture du dépôt des dossiers. Pour ce qui est de la ville de Bangui, la date est fixée au 9 août 2019 et pour les préfectures, le 22 août 2019. Au 30 juillet 2019, il y avait eu 1105 dépôts de candidatures, dont 524 pour le poste d'assistant et 581 pour le poste de surveillant. Évidemment, il y a des hommes et des femmes dans les deux cas. Je voudrais également revenir sur quelques questions qui ont été posées par les journalistes la semaine antérieure, notamment pour le cas de Pawa et le recrutement des FSI dont le dépôt de candidature est évidemment clos. Quelqu'un demandait si les candidats de Bozoum avaient pu déposer leur dossier. Nous avons l'information que les candidats, non seulement de Bozoum, mais aussi de Bokaranga et de Ngaoundai, s'étaient déplacés. Un journaliste avait également demandé des informations concernant le désarmement au PK5, mais également dans l'ouest du pays. Nous voudrons vous informer sur la base des données également de l'unité d'exécution du PNDDRR que dans les villes de Pawa, Bozoum et environ, ce sont les groupes RJ Sayo, RJ Belanga et l'UFR qui ont été désarmés. Au niveau de Boar, Foro, Beloko, Baboua et environ, ce sont les éléments inscrits du FDPC, les anti-Balaka de Gaïsona, les anti-Balaka de l'El Mokom et l'UFR F. Et enfin, Adilapoko et Bézon, des combattants des 3R. Pour être précis, sur les 14 groupes armés signataires de l'accord du 10 mai 2015 et de l'accord de paix du 6 février, 8 groupes armés, les 2 RJ, le FDPC, l'UFR, l'UFR-R, le 3R et les anti-Balaka, les 2 ailes, ont accepté de faire désarmer leurs combattants. Concernant les combattants qui sont au camp Béal, quelqu'un avait demandé s'ils seraient désarmés. La balle est dans le camp de ces personnes, selon nos collègues de DRR. Ils devront s'approcher de leur mouvement, c'est-à-dire des Séléka. Concernant une autre question portant sur le RJ et le FDPC, toujours pour le désarmement, c'était une question de Radio Ndekeluka. Ce que nous pouvons dire, c'est que 68 combattants du FDPC sont désarmés, 98 du RGB et 149 du RJ El Sayo. Et finalement, l'arbre qui parle, qui nous avait posé également une question sur le cantonnement.
le programme national de DDRR ne prévoit pas de cantonnement des ex-combattants démobilisés. Une fois désarmé, démobilisé, l'ex-combattant éligible au programme national de DDRR reçoit lors de son désarmement une somme de 67 500 francs CFA répartis de la manière suivante: 27 500 pour son transport de retour dans sa communauté et 40 000 comme première tranche d'indemnité avant de démarrer la réinsertion qui va durer 2 mois. Et au cours de cette période de réinsertion, l'ex-combattant éligible au PNDDRR perçoit le mois suivant 40 000 francs et le dernier mois une tranche d'indemnité de 40 000 francs. Et selon nos collègues de DDR, il a encore droit à une pause déjeuner pendant la formation théorique pour sa réinsertion. Et cette réinsertion, au bout du dernier mois, devra déboucher sur sa réintégration socio-économique ou l'intégration dans le corps en uniforme de l'État, selon son choix. Sans plus tarder, je me tourne vers Moussa Gassama, le représentant du haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU en RCA et directeur de la division des droits de l'homme de la MINUSCA, pour sa présentation, et ensuite nous pourrons répondre à vos questions. Moussa. Bonjour, chers journalistes. Comme élément d'introduction, je voulais juste faire 2 points. D'abord, je tiens à vous remercier d'être là avec nous ce matin. Ce n'est pas la première fois pour moi avec vous. Je pense qu'on a entamé pas mal de conversations depuis 2015 jusqu'à maintenant. Et je pense que c'est important de le dire parce que vous jouez un rôle important sur ce que nous faisons en tant qu'officier des droits de l'homme. Sans vous, si vous n'êtes pas là, je pense qu'on ne peut pas atteindre beaucoup d'audience, beaucoup de personnes. Donc, vous avez un rôle important à jouer sur la promotion et la protection des droits de l'homme. Donc, je tiens toujours à vous remercier sur cela. Deuxième point, c'est encore pour vous dire que nos produits, les rapports sur la situation des droits de l'homme, a des cibles. D'abord, c'est la mission, la MINUSCA. Les leaders, ceux qui prennent les décisions au sein de la mission. Parce qu'il faut être informé pour prendre des décisions. Donc c'est important pour nous. Comme première cible, c'est le leadership de la MINUSCA. Deuxièmement, comme Vladimir vient de le dire, c'est à mes supérieurs à Genève, le bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Troisième, au gouvernement. Quatrième, aux groupes armés, parce qu'ils sont aussi les gens les plus impliqués. Le Conseil de sécurité et le public, y compris les médias. Je pense que vous avez entendu ce que je dis, que vous avez un rôle important à jouer. Quand je parle du public, c'est aussi la communauté internationale, ceux qui sont basés surtout ici en RCA. Donc, pour commencer la présentation, je voulais juste encore ajouter un peu sur la méthodologie, parce que c'est important de comprendre comment nous, en tant qu'officiers de droits de l'homme, collectons les informations. On a des méthodologies à respecter pour qu'on puisse défendre ce que nous produisons. C'est important. Et en tant que méthodologie, c'est basé sur notre technique de monitoring, de surveillance de manière quotidienne, mais aussi d'entamer des investigations très spécifiques sur des allégations qu'on reçoit de temps en temps. Et ce qui est aussi important de clarifier, c'est qu'une source seule ne nous suffit pas pour, n'est-ce pas, faire une déclaration ou bien un rapport. On a besoin du minimum 2 sources d'informations qui sont indépendantes ou bien crédibles. Et aussi, en essayant de collecter les informations, on prend en considération aussi le besoin de protection des témoins et des victimes. Donc, il y a pas mal de paramètres qu'on prenne en considération avant de partager nos produits avec les gens de l'extérieur.
Les 2 slides qui vont suivre, c'est juste partage avec vous les priorités, n'est-ce pas, les priorités de la division des droits de l'homme. Notre travail, ce n'est pas seulement de surveiller, documenter et publier des rapports, mais on a d'autres priorités au sein de la mission ici, mais aussi en tant que représentant du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Donc, en plus de ce que je viens de dire, la surveillance, la vérification et tout cela, on essaie aussi d'appuyer les institutions nationales. On a pas mal d'institutions qui demandent notre appui. Et je commence avec le Conseil de la communication qui prend le lead sur la lutte contre les discours de haine et l'incitation publique à la haine et à la violence. Donc on a déjà un plan d'action national qui vise à prévenir l'incitation à la haine, à la violence. Donc c'est l'une de notre priorités et ça fait partie aussi des éléments de l'accord de paix. Donc pour nous, c'est une priorité en tant qu'appui aux institutions nationales. En général aussi, on contribue à la lutte contre l'impunité, soit à travers les mécanismes judiciaires ou bien aux mécanismes non judiciaires. Nous contribuons aussi au processus de DDR et de RSS. Et ça, c'est important parce que surtout à ce moment, qu'on essaie de recruter les policiers, et recruter des gendarmes, et recruter des éléments de force de défense. Notre rôle, c'est veiller à ce que ceux qui ont commis pas mal de violations ou des abus ne se retrouvent pas encore au sein de corps armés ou bien les agents de sécurité. Donc, on a des bases de données, on a des informations. Donc, si on a la liste des candidats, on essaie aussi de voir si c'est des gens vraiment qu'on doit encourager de revenir ou bien est-ce qu'on peut faire autre chose avant qu'ils ne reviennent, n'est-ce pas? Ou bien qu'ils rentrent, ou bien qu'on soit intégré dans les unités de la force, soit de défense ou de sécurité. Donc, on a un rôle important à jouer dans ces 2 processus. Et généralement, c'est tout ce qu'on fait aussi sur la justice transitionnelle. On essaie aussi de veiller à ce qu'on contribue au processus, par exemple, à la mise en œuvre de la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Donc, on a une expertise technique et on a un rôle important à jouer cela. Généralement, sur tous les éléments qui sont inscrits dans l'accord de paix aussi, on essaie de jouer un rôle aussi important. Et aussi la Commission nationale des droits de l'homme. On a fait pas mal de plaidoyers de la mise en place de cette institution, donc on a un rôle de continuer à appuyer cette institution. Bien sûr, la protection des civils, ça c'est important aussi. Donc je voulais juste en introduction pour aussi vous dire que ça c'est des priorités qui interpellent la division des droits de l'homme. Maintenant, on va parler un peu de, comme je dis, l'objectif c'est de partager avec vous la situation des droits de l'homme pendant la période, c'est-à-dire du 1er janvier jusqu'au 31 juin. Donc il y a pas mal d'éléments qui ne seront pas là parce qu'on est au mois de juillet, donc forcément on n'aura pas cette opportunité de partager avec vous ce qui s'est passé hier ou bien avant-hier. Mais le PowerPoint vise à vous donner ce qu'on a recensé, ce qu'on a pu documenter durant la période du 1er janvier au 30 juin 2019. Et nous allons suivre ensemble les slides. Je pense que c'est lisible. Moi, je ne le vois pas très bien à cause de vos matériels là. Ce n'est pas facile. Mais je crois que j'ai quelque chose devant moi que je vais utiliser. Donc, on va suivre. Et comme vous allez voir, cette période est vraiment caractérisée par une diminution sensible du nombre d'incidents, soit d'abus ou de violations des droits de l'homme et du droit humanitaire, international humanitaire, ainsi que même le nombre de victimes. Et ça, si on compare ça sur ce qui s'est passé durant cette période et la même période, n'est-ce pas, de l'année de 2018. Vous avez vu les chiffres là-bas. Donc, ce qu'on avait pour dire, c'est qu'en cette période, avec aussi la contribution de nos 2 unités, c'est-à-dire l'unité qui est chargée des violences sexuelles liées au conflit
et aussi l'unité de protection de l'enfant, on a pu quand même documenter 565 incidents des abus ou des violations des droits de l'homme et du droit humanitaire international, ayant affecté 1082 victimes. Et si on regarde les chiffres des agriculteurs, on a 516 hommes, 226 femmes, 177 mineurs, 114 victimes non identifiées et 40 groupes de victimes collectifs. Et comme je disais, ces chiffres représentent une baisse, presque plus de 100% du nombre d'incidents et de victimes comparativement à la même période de l'année 2018, où la division des droits de l'homme avait documenté 1674 incidents impliquant 2821 victimes. Et si on regarde même en 2017, on avait enregistré 1097 incidents avec 1956 victimes. Donc, on a cette analyse, c'est constant à notre niveau. Et je pense que les groupes armés, c'est les groupes armés, parce que si on peut regarder le détail, les groupes armés impliqués plus, c'est le 3R, l'UPC, le FPRC, la coalition FPRC-MPC, la RG, le MPC, le MLC, la LRA, on ajoute toujours la LRA, le FDPC, les anti-Balaka et la coalition Siriri. Donc ça, c'est les acteurs qu'on liste toujours comme des présumés auteurs. Les agents de l'État aussi ont suivi aussi le comportement des FACA du FSI. Et cette période, on a pu aussi noter 29 violations des droits de l'homme commises sur 21 victimes. Ça, c'est au niveau de l'État. Au niveau des préfectures, les préfectures les plus affectées sont Ouam Pende, Ouam, Nana Grébizi, Mbomu et la Haute-Koto. Si vous regardez aussi les statistiques sur les autres, ça c'est juste une représentation graphique, ce que je venais de dire. Et bien sûr, vous allez voir le nombre d'incidents par auteur. Et vous allez voir que c'est vraiment les groupes armés. Si on va regarder au niveau comparatif avec l'État, c'est les groupes armés qui sont nos cibles quand on regarde les statistiques. Ensuite, c'est encore un autre moyen, façon de aussi expliquer ce que je venais d'expliquer graphiquement. Et ça ici, on se focalise sur les victimes, le nombre de victimes. On peut parler aussi au niveau des meurtres de civils, parce que ça nous préoccupe aussi. Ça, c'est important pour nous. Et là, spécifiquement, comme je disais, les chiffres baissent. Et cette période, on a pu enregistrer 241 civils commis par les groupes armés et 2 exécutions extrajudiciaires commises par les agents de l'État. Ça, c'est l'exemple qu'on a noté à Bossambélé. Et durant la même période, en 2017 et 2018, nous, en tant que division de l'homme, on a pu quand même aussi enregistrer respectivement 395 et 329 civils tués. Donc l'objectif, c'est de vous montrer encore en chiffres les baisses des victimes civiles dans ce conflit. Et encore, si on va regarder les principaux auteurs présumés des morts civiles de la même période sur analyse, c'est encore les 3R. Les 3R, c'est peut-être 34%, l'UPC 21,99%, les FPRC 18,67%. Et c'est ça que les Japonais ont aussi montré. Et on va regarder sur le plan graphique encore les 3R, c'est clair. Je pense que ça s'explique sur ce qui s'est passé, n'est-ce pas, dans les côtés à Paua récemment.
Et ça, si vous voyez en bleu, je ne le vois pas, c'est en bleu, c'est vraiment élevé. Et ça explique à ce niveau. Et UPC encore, de Ali Drassa. Si on compare, c'est vraiment le 3R, l'UPC et le FPRC en tant qu'auteur présumé. Voilà. Donc ça, c'est juste pour encore, c'est un deuxième façon aussi, slide qui aussi explique au niveau des préfectures. Encore, ce que je venais de dire, c'est vraiment à Wampende qu'on a enregistré beaucoup plus de victimes de violations des droits de l'homme. Il y a toujours d'autres violations qu'on documente en dehors de ce que je venais de dire, et je vais en parler, c'est-à-dire les traitements cruels et dégradants, les violations sexuelles liées au conflit, particulièrement les viols, les privations arbitraires de liberté, les enlèvements, les destructions et les pillages de biens, les attaques contre les humanitaires, les hôpitaux, les recrutements et l'utilisation des enfants dans les groupes armés. Et si on peut faire un peu d'analyse, on peut dire que la baisse relative constatée du nombre d'incidents et de victimes de droits de l'homme et de droits humanitaires est liée au fait qu'il n'y a pas eu des affrontements majeurs entre les groupes armés rivaux, ou bien pas d'attaque contre les civils, à l'exception, comme je venais de dire, de l'attaque par les éléments de 3R dans les villages de Kundjeli, Lemouna et Bohom, qui sont situés dans la préfecture de Wampende, surtout ce qui s'est passé le 21 mai dernier. Et aussi, si on peut continuer de faire l'analyse, aussi, on a aussi constaté que les affrontements entre les groupes rivaux et les attaques contre les civils sont en effet les principaux facteurs qui créent, qui entraînent des abus ou bien des violations des droits de l'homme. Je crois qu'on a bien expliqué, c'est surtout les affrontements récemment qui se passés en 2018 surtout. Donc c'est toujours les affrontements ou bien les attaques contre les civils qui nous donnent les chiffres qu'on enregistre de temps en temps. On a donné les exemples de Bria, les attaques de Alendao le 15 novembre 2018. Donc c'est seulement quand il y a des incidents majeurs qu'on puisse avoir les chiffres qui montrent encore. Et si on voit encore la dernière attaque majeure, c'était à Bohon et Lemouna Kundjeli par le groupe armé signataire de l'accord, c'est-à-dire le 3R, donc de Sidiki. Donc c'est ça qui explique parfois les affrontements ou les chiffres qui montrent. Mais espérons qu'après la signature de l'accord de paix, on ne doit pas encore, on ne doit pas espérer au moins d'avoir des incidents majeurs. Espérons. Je pense que ce qui s'est passé à Paoua, dans les régions de Paoua, c'est une exception. Donc je pense que ça va être une exception et pas encore la routine, ou bien ce qui s'est passé avant. Aussi, on a aussi remarqué aussi une situation, malgré l'engagement pris par les groupes armés signataires de l'accord, c'est le problème d'obstruction de circulation des personnes. On a noté toujours l'existence de barrières qui sont des sources de taxes illégales par les groupes armés. Ces barrières sont toujours tenues particulièrement par le FPRC, l'UPC, le MPC, les anti-Balaka et toutes les autres, et aussi le RG. Et les barrières sont localisées notamment dans les préfectures de la Ouaka, de l'Ouam, de la Haute-Koto, l'Umbomu, la Nana Grebisi, Wampende et la Basse-Koto. On est informé qu'il y a un processus de démaltement de ces barrières. Espérons que c'est une situation qui va continuer pour quand même donner aux civils la possibilité de circuler librement sans être inquiétés ou bien taxés illégalement. Donc voilà ce que je voulais juste parler un peu sur la situation des droits de l'homme.
Je vais avoir le temps d'avoir votre explication ou vos questions. Mais je voulais aussi juste dire qu'on a aussi d'autres rôles, comme je venais de dire. On a d'autres domaines d'intervention. Et j'avais expliqué sur le processus de justice transitionnelle, l'appui au Conseil de la communication. Je ne vais pas aller dans les détails. Je pense que récemment, vous avez assisté à 2 cérémonies importantes présidées par le président de la République. Le premier, c'était le lancement des consultations nationales sur la mise en œuvre ou bien sur la création de la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Et il y avait aussi une deuxième cérémonie, c'était le lancement de la mise en œuvre de plans d'action de prévention des discours de la haine, et de la mise en œuvre vraiment de ce plan. Donc il y avait 2 cérémonies importantes qu'on a assistées, et nous espérons que ça, c'est 2 processus importants qui peuvent contribuer au processus de paix. J'avais aussi expliqué notre rôle à l'assainissement des forces de défense et de sécurité. Et ça, c'est un rôle important pour nous, pour contribuer à la non-répétition des violations des droits de l'homme du passé. Donc ça, c'est notre rôle au sein de la mission. Donc voilà, chers amis et chers journalistes, ce que je voulais partager avec vous. Et je pense qu'on aura aussi la possibilité d'avoir vos questions et aussi voir quelles sont les recommandations que nous pouvons formuler ensemble ici auprès de la MINUSCA, auprès du gouvernement et les groupes armés et peut-être la communauté internationale. Je vous remercie.